Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soir. Bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume. T'allais dire quoi? Guillaume, je sais pas. Je sais pas non plus. TJ Dillashaw, Corey Sandhagen. TJ Dillashaw revenait après 2 ans de suspension. Et puis ensuite, là, quelques mois pour se frayer un chemin au sein de cette terrible catégorie Bantamweight. Combat contre Corey Sandhagen, numéro 2 de la catégorie. En jeu, le prochain title shot. Quand je dis prochain, c'est contre le vainqueur de Aljamain Sterling vs Petr Yan 2, qui aura lieu le 30 octobre prochain lors de l'UFC 267 à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Bien évidemment, n'oubliez pas un petit like, petit abonnement, ça fait toujours plaisir et ça nous aide énormément. Est-ce qu'on lancerait pas le petit générique, mon cher Rust? Fuck yeah. Allez, road to 100 G's, let's go. Swear. Well, let's roll. Alors, TJ Dillashaw s'est donc imposé par décision partagée contre Corey Sandhagen 48-47, 47-48, 48-47. Alors on va commencer déjà par, avant de rentrer dans le vif du sujet, par la décision qui, à mon avis, risque de faire grincer quelques dents. Pour moi, personnellement, vraiment, au début du combat, je le donne à Corey Sandhagen, mais plus les rounds avançaient, plus j'allais en faveur de TJ Dillashaw, mais dans le sens où ça ne m'aurait pas gêné que Corey Sandhagen s'impose, ça ne m'aurait pas gêné que TJ Dillashaw s'impose, et là finalement on a une victoire en faveur de TJ Dillashaw. Clairement, vraiment, je vais pas dire que c'était du pile ou face, mais je la donnais un tout petit peu plus à TJ Dillashaw, mais voilà, je veux dire, c'est pas une décision honteuse, et les gens qui pensent que Corey Sandhagen a gagné, ça ne me dérange pas, les gens qui pensent que TJ Dillashaw a gagné, ça ne me dérange pas non plus. Je sais pas ce que t'en penses, Ross, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de polémique à ce sujet-là. Ouais, c'est ça. Bah, personnellement, je la donnais à Corey Sandhagen, mais pareil, c'est tellement serré, et il y a tellement de variables là qui entrent en jeu, tellement c'est serré, et tellement les deux avaient des forces et des faiblesses pendant le combat qui ont fait que chacun avait vraiment ses moments forts. Ça me gêne pas non plus. Enfin, honnêtement, là, c'est évidemment émotionnellement, c'est dommage pour Sandhagen parce que du coup, c'était un prospect, etc. Mais le résultat ne me dérange pas. C'est-à-dire que évidemment, je comprendrais comme tu viens de le dire, tu vois, les gens qui seront pas contents pour Sandhagen. Je comprends ceux qui disent c'est mérité, évidemment que c'est TJ. Donc voilà, ça me pose pas de soucis. TJ Dillashaw qui revient en disant Daddy's Home, parce que oui, c'est ce qui est aussi intéressant, et c'est pour ça qu'avec Rust on en parle en off, finalement on va dire pour l'histoire au global, c'est plus beau finalement que TJ Dillashaw s'impose. Certes, il a été suspendu pour dopage, mais c'est quand même l'ancien double champion de la catégorie Bantam, son objectif c'est de devenir triple champion. Un seul combattant l'a réussi dans l'histoire de l'UFC, c'était Randy Couture, donc là vraiment il est en marche pour l'histoire TJ Dillashaw, donc là le potentiel est assez intéressant pour lui, sachant que Corey Sandhagen, une défaite par décision partagée, ça ne l'écarte pas du tout de la course au titre. Je vais pas dire au contraire, mais là il a fait un très bon combat contre TJ, il est encore jeune, il va revenir, rassurez-vous, pour Corey Sandhagen. Alors, là on va parler maintenant du combat en tant que tel. Domination en striking pour Corey Sandhagen face à un TJ Dillashaw qui a certes été touché, mais a maintenu une pression constante, malgré une énorme coupure, malgré un genou qui a popé de ses propres dires, et un TJ Dillashaw qui a été en contrôle, on va dire, qui a eu plus de 8 minutes de contrôle sur le combat, et un Corey Sandhagen qui aura surtout touché à la tête, avec un TJ Dillashaw qui lui aura trouvé du succès avec des leg kicks, pour citer Rust, de porc. Mais en tout cas, un combat qui a été beau à en pleurer, pour citer Rust une nouvelle fois. Non, c'était sublime. En fait, c'est vrai que là, on va rentrer effectivement dans ce qui a été les forces du coup et les faiblesses des deux combattants pendant le combat. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est exactement le genre de combat dont on rêve en tant que fan. Il s'est passé tellement de trucs. Pendant 5 rounds, les deux ont eu des moments forts. Les deux ont eu des moments où tu t'es dit, ok, là, c'est peut-être la fin pour l'un, c'est peut-être la fin pour l'autre, etc. Avec des montées en puissance, du coup, avec l'anglaise particulièrement de Sandhagen. Et à un moment donné, c'était les low kicks où on s'est dit, ok, si ça s'accumule, ça va causer des problèmes pour TJ. Mais c'était du MMA total. Enfin, tu sais, vraiment, il y a tout eu. Ils ont tout fait. Donc, c'était
On a vu du clinch, des transitions, des belles mises au sol, de la lutte, des scrambles, du striking, merde, comment ça s'appelle, des ajustements, enfin, en cours de combat de la part de TJ majoritairement. Il y a tout eu. Vraiment, il y a tout eu et c'était un délice, quoi. C'était un délice en tant que combat. Les gens vont bien évidemment aussi parler des knockdowns, du knockdown infligé par Cory Sandhagen à TJ Dillashaw. Il y a aussi eu ce genou sauté de Cory Sandhagen qui ensuite enchaîne par un triangle inversé, et également le spinning back fist de Cory Sandhagen qui sonne TJ Dillashaw. Mais à chaque fois, en fait, pour moi, en fait, ce sont des moments importants pour Cory Sandhagen, mais à ça, il faut aussi parler de la capacité de récupération hyper impressionnante de TJ Dillashaw, parce que mine de rien, sur le knockdown qu'il reçoit, juste après, il part en lutte, et il réussit, certes, un flash takedown, mais c'est quand même un takedown qu'il score. Pour le back fist, là aussi, il est sonné, mais directement après, il récupère, et pour le genou sauté, c'est ensuite lui qui inflige un très gros ground and pound à Cory Sandhagen. Donc tu vois, c'est ce qui était vraiment intéressant avec ce combat-là, c'est que certes, par exemple, et même toutes les fois où, par exemple, vous avez pu vous dire, bah c'est vrai que TJ Dillashaw, il encaissait énormément en anglaise, mais il maintenait une pression constante. Et quoi qu'il arrive, il continuait d'avancer sur Cory Sandhagen. Donc c'est ça qui fait que ce combat était, à mon sens, en tout cas, très difficile, je pense aussi pour les juges, tu vois, de mettre des notations sur chaque round. C'est que là où Cory Sandhagen touchait, TJ Dillashaw ne bronchait à aucun moment, et surtout, il finissait toujours par prendre le dos de son adversaire et être en contrôle, en clinch contre la cage. Donc si vous voulez, certes, Cory Sandhagen avait les frappes, mais des frappes qui avaient finalement pas vraiment d'impact, parce qu'hormis cette coupure-là, bah TJ continuait d'avancer, TJ continuait de faire du TJ, et surtout, moi j'ai envie de dire, tu vois, on va dire le moment où il y a une bascule à mon sens dans ce combat-là, c'est quand Cory Sandhagen tente le takedown. Parce que quand il tente le takedown, tu te dis, clairement, qu'est-ce que tu veux faire, à part donner une information à TJ, de dire, là je commence peut-être à être un petit peu moins bien. C'était très bizarre ce takedown. Et en fait, c'était d'autant plus bizarre que sur les 2 rounds d'après, il n'a pas nécessairement marqué de signe d'essoufflement en striking ou de signe de vraie perte de cardio. Donc c'était peut-être à ce round-là particulièrement, en cette fin de round, où il y avait peut-être une grosse baisse de régime d'un coup. Mais c'est vrai que c'était étonnant parce que ça lui ressemble pas du tout de tenter des takedowns à Sandhagen. C'est le dernier truc qu'il veut faire en fait. Mais effectivement, c'est pour revenir à la première partie de ce que tu as dit. Ça, par contre, c'est quelque chose. On pourra dire de TJ Dillashaw qu'il est un tricheur. On pourra dire qu'il a utilisé de l'EPO, etc. Ce qu'on pourra jamais dire, par contre, c'est qu'il n'a pas un mental de champion. Parce que drogue mise à part et triche mise à part, le fait de se popper un genou et grosso modo d'avoir un genou en moins pendant tout un combat, mais de continuer d'avancer, avoir une énorme coupure. Alors oui, c'est superficiel et c'est pas quelque chose forcément de douloureux, c'est plus chiant, mais avoir cette coupure-là, ce genou en moins, et se faire taguer répétitivement en anglaise sur un Sandhagen qui était très 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 chaud en striking, bah trouver une solution dans ces cas-là, ça demande vraiment d'être un champion dans l'âme quand même. Donc, je suis pas du tout fan du bonhomme en tant que personne, avec les trucs qu'on a vus sur Takeru et les petits coups de pute en sparring, etc. Mais par contre, on pourra jamais lui enlever que c'est énorme, le mental qu'il a. C'est énorme. Et c'est vrai que pour ce qui est du combat, en fait, c'était assez étonnant parce que j'ai l'impression qu'il a à chaque fois du mal contre les gens qui bougent bien, TJ Dillashaw. Et qu'on l'avait vu contre Dominic Cruz, pareil, il se met lui-même entre guillemets en tant que fighter non mobile, ou beaucoup moins quand il est contre des gars qui virevoltent en fait. Et là, non seulement il virevoltait contre Sandhagen, mais ce qu'il avait en plus, j'ai trouvé, même s'il l'a perdu contre Dominic Cruz, mais en plus de Dominic Cruz, et là où il faisait plus de dégâts, c'est effectivement qu'il utilisait ses directs. C'était juste sublime, en avançant, en reculant, en interception surtout, et en gros, il cueillait à chaque fois TJ, alors que TJ, tu sais, lançait ses fameux blitz. C'était impressionnant, le timing était magnifique. Et c'est vrai qu'il a brillé en striking, comme on dit Sandhagen. J'avais vraiment, ça donnait l'impression qu'il était au-dessus, c'est-à-dire qu'il arrivait à toucher beaucoup plus qu'il n'était touché. Il y a eu évidemment à un moment donné cette solution qu'a trouvé aussi TJ, qui était vraiment de mettre l'emphase
salement sur les low kicks, et c'est ce qu'on dit toujours face à quelqu'un qui est très mobile, c'est les low kicks qui sont généralement la solution, et ça a parfaitement marché à un moment donné, mais aussi parce que Sandhagen commençait à faire des trucs ultra spectaculaires. Je crois que c'est Daniel Cormier qui le notifiait, et j'étais assez d'accord. Mais par contre, effectivement, c'est clair que faudra qu'on revoie le combat, tu vois, mais il a toujours été connu, néanmoins, TJ Dillashaw, pour faire des magnifiques projections, pour avoir des transitions sublimes, genre revenez contre Lineker ou contre même Asun Sao, le deuxième, je crois qu'il en avait fait des magnifiques. C'est sublime. Il est très très bon en transition, TJ Dillashaw, mais là, la manière dont ça s'est fait, à chaque fois que Cory Sandhagen se retrouvait en clinch, avec et généralement c'était des trucs qui étaient évitables, et ça c'était presque un peu dommage. Il tentait des spinning back kicks, des trucs à chaque fois retournés, et il s'est fait choper à chaque fois en mode Weidman Rockhold, et à chaque fois il se faisait mettre au sol, il prenait du temps de contrôle, et j'ai pas trop compris. C'est peut-être un truc qui lui viendra après avec plus d'expérience maintenant qu'il l'aura vécu. Mais ouais, non, impressionnant. En tout cas, vraiment un déroulé de combat. Il y aurait tellement d'autres trucs à dire, et peut-être qu'on l'évoquera à d'autres moments, tu vois, mais vraiment un déroulé de combat très intéressant techniquement de tous les côtés, quoi. C'est justement ce dont je voulais parler, c'est les spinnings de Cory Sandhagen. Il y a eu ce fameux backfist, mais sinon, dans l'ensemble, la plupart du temps, c'est lui qui donnait à TJ ses opportunités, justement, de pouvoir ensuite temporiser en contrôle contre la cage, parce qu'il se faisait complètement dépasser en striking. Et c'est là où, à mon sens, il y a encore une différence entre Cory Sandhagen et TJ Dillashaw. C'est que Cory Sandhagen, au bout d'un moment, il a du succès, mais pas suffisamment, on va dire, pour soit finir TJ Dillashaw, ou soit le mettre complètement dans le dur, parce que, pour revenir sur Cory Sandhagen, il y a eu quand même un gros travail, je trouve, de sa part, où, ok, il s'attendait à ce que TJ Dillashaw utilise sa lutte, donc quand il était sur le dos, il était très, très dangereux, mine de rien. Ok, il a pris des frappes au sol, mais entre les up kicks, les tentatives de soumission, qui, bon, n'ont jamais été concluantes pour lui, mais il restait dangereux dans cette position-là. Je pense qu'ils avaient vraiment travaillé avec son camp pour se dire, bon bah ok, tu vas vraisemblablement te faire mettre au sol, mais quand tu seras dans cette position-là, faut surtout pas que tu facilites la tâche à TJ Dillashaw, et c'était un poison de ce côté-là. Tant et si bien qu'à la fin, TJ Dillashaw, il tentait même pas vraiment les takedowns. Il est à 2 sur 19 à la fin, mais on en parlait avec Ross, c'était pas vraiment des takedowns. Il cherchait quasi exclusivement le clinch contre la cage et le contrôle. Mais et c'est là-dessus où je voulais te rejoindre. Peut-être sur le... C'est un peu dur ce que je veux dire. QI combat, c'est que c'est vrai que ces spinnings, la plupart du temps, c'était je vais pas dire des mains tendues à TJ Dillashaw, mais il lui a permis souvent de rentrer à nouveau dans le combat alors qu'il était dans des situations assez compliquées. Et je pense que s'il y avait eu un petit peu moins de spinning, ou alors utilisé à bon escient face à un mec comme TJ Dillashaw, parce que quand il était très discipliné et un petit peu moins Sandhagen, ça se passait extrêmement bien pour lui. Mais ça aussi, ouais. Il a pas la même expérience que TJ Dillashaw, il a pas connu on va dire des expériences aussi douloureuses que TJ Dillashaw dans la cage, qui font que, là aussi pour moi, c'est une vraie belle expérience pour lui, dans le sens où grave. Perdre une décision partagée comme ça aussi frustrante, on en avait parlé aussi dans l'avant-combat, perdre contre Aljamain Sterling, le fait qu'il y ait eu ce non-combat et que tout le monde pointe du doigt le « Ah, au sol, ça doit être compliqué pour lui, en grappling, ça doit être compliqué », je pense que ça fait aussi qu'il était aussi prêt face à TJ Dillashaw dans ce domaine. Et là, je pense que s'il y a un autre combat, il y aura un autre combat face à un mec très bien classé, je pense qu'on son corner et Cory Sandhagen, ce sera « Tu as un game plan à respecter ». Là, on arrête les arabesques. C'est clairement, là, l'objectif, c'est de gagner. Tu ne penses pas à finir l'adversaire au 4e round, reste dans les clous. Enfin, à finir l'adversaire, faut le finir bien évidemment, mais être plus discipliné au global. Ouais, complètement. Mais en fait, c'est vrai que je suis tellement d'accord sur le fait que ça va être une expérience vraiment qui va lui apprendre. Parce que le truc, c'est que comment est-ce qu'on pourrait dire à Cory Sandhagen avant le combat contre TJ Dillashaw, franchement, les genoux sautés, arrête, parce que ça peut être un problème. Les spinning back kicks, les attaques en retournée, arrête, parce que ça va, tu vas peut-être te faire choper et tout. Comment dire ça à un mec qui vient de mettre KO Frankie Edgar sur un coup de genou sauté et qui juste avant avait mis KO Marlon Moraes sur un spinning back kick. Donc en fait, c'est vrai que on a tendance à, je pense que dans la tête de Cory Sandhagen, c'est en mode oui, je vous entends et je vous écoute, vous êtes mes coachs machin, mais vu ce que je mets au top contender avec ces attaques-là, en plus du reste, je me dis, ça peut marcher aussi contre TJ. Et si je mets un KO spinning back kick ou que je ne saute avec TJ Dillashaw, là, c'est non seulement title shot direct, mais genre la hype, elle va monter d'un coup. Donc en fait, je pense que je sais pas s'il l'a intellectualisé comme ça,
Mais c'est clair que Cory Sandhagen, à mon avis, il a dû arriver en combat en se disant, je vais faire comme d'hab, et ça a marché comme d'hab. Et là, visiblement, il a effectivement dû se rendre compte que, oui, il a, à un moment donné, je me souviens avoir, un truc qui m'avait marqué pendant ce combat-là, là, c'était c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, son coup de poing retourné qui a rocké salement TJ Dillashaw. Donc, il y en a eu qui ont marché, mais au global et au total, il y a eu plus de moments où ça lui a porté préjudice qu'autre chose, sans parler de dépenses énergétiques ou tout, même s'il a l'air d'avoir un cardio, il s'entraîne au Colorado et tout. Mais donc, en fait, c'est clair que là, il a vu ce que c'était que le niveau champion, clairement, parce que TJ Dillashaw est un ancien champion, quoi qu'on en dise malgré tout, tu vois, donc il a ce pédigré, donc il a vu ce que c'était qu'affronter un calibre champion, il a vu que à ce niveau-là, c'est même plus le plus haut de l'élite, c'est le niveau encore au-dessus, c'est l'Olympe, et c'est sur des tout petits détails comme ça que ça peut se gagner ou se perdre. Donc je pense effectivement que c'était vraiment une putain de bonne expérience. Il a 29 piges, il reviendra. Et donc, c'est peut-être pas plus mal. Il perd pas forcément de stock, je trouve, à faire une guerre comme ça contre TJ. Entièrement d'accord, mon cher Ross. Les gens vont être sans doute, peut-être, malheureusement... Oh, les gars, vous n'êtes pas en désaccord, mais n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire ce que vous avez pensé du combat en commentaire. On fait ce qu'on peut, d'ailleurs, pour qu'il y ait des divergences, mais n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais c'est vrai que pour moi, à mon sens, mine de rien, pour TJ Dillashaw, il a fait ce qu'il avait à faire. Cory Sandhagen, ça s'est joué à quelques petits trucs, mais c'est pas bien grave pour lui, il va revenir encore plus fort. Et n'oubliez pas aussi une chose, c'était la première fois que Cory Sandhagen découvrait les 4e et 5e rounds. Et honnêtement, faire ses premiers 4e et 5e rounds à l'UFC face à TJ Dillashaw, que vous avez déjà mis knockdown, qui est coupé, qui a le genou en compote et qui est toujours comme ça. Qu'est-ce que je voulais... Enfin, que dire Non, mais pas, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment... Enfin, il est tombé sur un TJ Dillashaw de gala, il y a rien... si vous voulez, c'est un peu comme quand TJ Dillashaw a perdu sa ceinture face à Dominick Cruz. C'est quelque chose, je pense, d'extrêmement frustrant pour lui, mais qui lui permet ensuite de revenir et de se dire... Là, j'ai fait des erreurs parce que j'ai péché un petit peu par orgueil. Et ensuite, là, par exemple, contre Cory Sandhagen, il n'a pas fait les erreurs qu'il avait fait au précédemment contre Dominick Cruz. Et je pense que sans ce combat contre Dominick Cruz, TJ Dillashaw ne serait pas imposé contre Cory Sandhagen. Parce que ça fait partie de la carrière du combattant. Tu vois, là, par exemple, il y a eu aucun moment où il s'est dit, je vais vouloir m'entêter à faire du striking avec Cory Sandhagen, parce que certes ça passe, mais il a un petit peu plus de succès. Non, là, très rapidement, il s'est dit, ok, il faut qu'il y ait du grappling, même si je réussis pas les takedowns, je vais être en contrôle en clinch contre la cage. Alors c'est pas brillant, c'est pas ça qui va nourrir vos vidéos de highlight, parce que là, je pense que l'UFC, il y aura aucune de ces 8 minutes 22 qui seront dans son prochain combat. Mais c'est ce qui lui a permis de gagner. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence entre justement un gars qui va être une machine à highlight mais sera jamais champion, et un mec qui va peut-être être 3 fois champion de la catégorie Bantam. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne expérience pour les deux, surtout pour Cory Sandhagen, et en tout cas, ce que j'espère, on en parlait avec Rust avant le podcast, une revanche d'ici 1 ou 2 ans entre les deux hommes. Ouais. Ce sera pas la même mayonnaise. Rassurez-vous pour tous les fans de Cory Sandhagen. Non, ouais, mais ce serait magnifique, effectivement. Et là, du coup, l'histoire est bien parti pour que ça se passe comme ça. Et ben voilà, mais en tout cas, mon cher Rust, n'oubliez pas, big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 17% sur tous mes protéines avec le code la sueur, en plus des jusqu'à moins 80%, puisque ce sont les soldes sur tout My Sweet Protein. Don't make no sense. It doesn't make any sense. Et shout out à Venom, sponsor de la sueur. Oh, et sponsor de l'UFC. Oh. Et puis vous savez, Rust est au studio en ce moment, il vous dit bonjour de la part du superbe. Oh, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Faudrait peut-être d'ailleurs qu'on change. Mon cher Rust, et qu'on ramène notre petit Saitama. Parce que je pense qu'il il est juste là-bas, là. Il est juste là. Il est attentif, mais il est pas... Il attend patiemment. Il est pas très présent, qu'on voit son petit crâne luisant. En tout cas, voilà, big shout out à Tsume qui s'occupe de la déco de notre studio aux petits oignons. On vous prépare d'ailleurs un petit post là aussi. Pas piquer les hannetons. Avec Rust qui challengera Broly dans un combat déjà dantesque. Ouais. Ça promet. Il est solide quand même. Hein. Il est solide quand même, mais il s'est toujours pas frotté à Rust. Allez, en tout cas, bonne nuit
à tous ceux qui ont veillé pour cette UFC Fight Night. Et bah, à très vite pour de nouvelles aventures. I hope so. Allez, see ya. See ya. Come and